Wazir. Merci, Monsieur le Ministre, Monsieur Karim Bibi Triki. Avant l'inauguration de l'espace exposition dans un instant, l'opening de cette première édition est consacré, vous imaginez bien, actualité oblige, à l'intelligence artificielle. L'IA qui nous bouleverse complètement, il faut le dire. Que doit-on comprendre? Quels sont les changements auxquels on devrait s'attendre? Quelles seront les incidences sur notre quotidien, sur l'organisation des entreprises en milieu professionnel? Avantages, inconvénients, utilité, danger, pour ou contre. Les avis divergent parfois et la place du leadership humain dans tout cela. On tentera en tous les cas de répondre à toutes ces questions avec nos speakers de cette matinée. Et voici le premier intervenant. Ali Kahlan, consultant formateur en transformation numérique, cybersécurité et IA. Votre présentation est intitulée « La technologie, l'homme et l'intelligence artificielle ». À vous la parole. Merci. Salam alaikum. Monsieur le ministre de la Poste et Télécommunications, monsieur le représentant du ministère de la ministre de la numérisation des statistiques, le représentant du ministre de l'économie du savoir, des startups et de la micro-entreprise, les invités, donc nos chers invités, et puis tout le parterre. Très bien. Donc, pour aller dans le sens de ce que vient de dire monsieur le ministre de la Poste et des télécommunications, comme vous voyez, il y a la technologie, l'homme et l'intelligence artificielle. Donc, l'homme, en fait, est au cœur de tout, bien évidemment. Et pour aller dans le sens de ce que vous avez dit, monsieur le ministre, à propos de la transformation numérique, effectivement, elle doit se faire au cœur. Parce que jusqu'à présent, tout ce qu'on a essayé, ça n'a fait partie que de la théorie. Et à chaque fois, évidemment, on rate un peu le coche. Et je pense que les choses sont en train de se recentrer et d'aller dans le bon sens. C'est au cœur de tout que ça doit se passer. Et c'est comme cela qu'on peut avancer. Très bien. Alors, je vais essayer d'être très rapide et très bref. Donc, voir un peu ce qu'il en est de l'intelligence artificielle en Algérie. Parce que figurez-vous que l'intelligence en Algérie, vous allez le voir tout à l'heure, elle est là depuis un certain temps. D'où vient-elle? Donc, voir un peu d'où vient cette IA. Comme disait Ahmed Lahri tout à l'heure, l'intelligence artificielle, c'est quoi au juste? Et puis l'homme là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Donc j'aimerais poser des questions à l'Assemblée pour se connecter en fait. La question c'est quels sont ceux qui parlent au téléphone, comme par exemple demander le temps qu'il va faire aujourd'hui? Quels sont ceux qui font des traductions avec leur téléphone? Je pense c'est un peu tout le monde. Quels sont ceux qui dictent des messages à leur téléphone le matin quand on se réveille, hein, pour ne pas oublier? Alimenter son agenda, quels sont ceux qui utilisent la reconnaissance faciale et les empreintes digitales, évidemment, pour s'identifier sur le téléphone. Et en fait, quels sont les outils d'intelligence artificielle que vous connaissez? Je pense que toutes ces questions-là, pratiquement, vous parlent, parce que tout le monde le fait plus ou moins, hein, donc on est en plein dedans. Et si je vous demande maintenant si vous pouvez citer deux objets connectés, en fait, à l'IA, et que la majorité d'entre nous a. Quel serait le premier objet? Le premier objet, j'aimerais bien entendre quelques-uns dire ce que c'est le premier objet. Le plus naturel, ce serait quoi? Le téléphone, tout à fait. Effectivement, 94% en général disent que c'est le téléphone. Ensuite, vous avez le téléviseur connecté, 75%. 50%, c'est le laptop, tout ce qui s'y ressemble. Le desktop, éventuellement, soit à la maison, soit au bureau. Ensuite, vous avez, je ne sais pas, et on a un téléphone et puis on l'utilise uniquement pour la voix ou pour tout simplement on nous l'a passé, on ne sait pas. Et puis 1% rien. Alors évidemment le résultat c'est quoi? C'est que j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, enfin moins bonne disons, pas mauvaise, moins bonne. La bonne nouvelle c'est que tout le monde utilise l'IA, ce n'est donc pas nouveau, donc c'est pas quelque chose qui est bizarre. L'intelligence artificielle, on a l'impression que c'est quelque chose qui sort un peu extraterrestre. Ce n'est pas le cas parce que tout le monde l'utilise, en fait, parfois sans le savoir, bien évidemment. La moins bonne nouvelle, c'est que nous allons devoir nous en inquiéter, comme tout le reste du monde actuellement, avec ChatGPT, etc. On verra ça tout à l'heure rapidement. Donc, tout le monde utilise l'IA, donc il va falloir réfléchir un peu de quelle façon peut-être soit s'y adapter, soit s'en prémunir, surtout quand il s'agit d'une utilisation au bureau, utilisation à la maison, les enfants, etc. etc. Donc, ce n'est pas évident. Très bien. Alors, d'après vous, quand est-ce que l'Algérie s'est-elle intéressée à l'intelligence artificielle pour la première fois? J'aimerais bien avoir un retour de la salle, des dates, des années. Est-ce que
Est-ce que c'est quelque chose qui date de longtemps? Est-ce que c'est début des années 2000, il y a 20 ans? Est-ce que c'est avant? Est-ce qu'il y a 2010? D'après vous, c'est quoi? Pardon? Très très longtemps. Combien? 3 ans? 30 ans? 30 ans, c'est pas suffisant. Plus. 60 peut-être pas. 70. Regardez. Est-ce que vous connaissez cet institut? C'est l'Institut national de cartographie de télédétection. Ben, figurez-vous, la personne qui est en train de vous parler, quand j'ai terminé mes études à Paris, je suis rentré en Algérie, j'étais à l'époque militaire, j'étais enseignant à l'école nationale d'ingénieurs techniciens d'Algérie, et j'avais demandé à faire un 3e cycle, et on m'avait dirigé, le MDN m'avait dirigé sur l'Institut national de cartographie, il n'y avait pas encore télédétection, et il y avait un monsieur là-bas, un lieutenant, qui est venu juste terminer ses études, et à qui on a demandé de monter cet institut pour la première fois en Algérie, pour faire de la cartographie, donc pour travailler pour l'Algérie, aussi bien, c'est l'institut militaire, mais vous allez voir si vous rentrez dans le site qui est indiqué en haut, il fournit aussi pour le civil, comme l'ASAL, comme l'agence spatiale qui fait le travail aussi bien pour le public que pour le privé. Et donc on m'a envoyé ici, et c'est là que j'ai trouvé mon sujet de recherche pour lequel je devais faire un doctorat. Quand je l'ai présenté, le ministère de la Défense nationale l'a accepté et j'ai pu partir en Angleterre et faire un sujet de recherche sur l'IA. C'était en 1977. Et quelqu'un m'a fait remarquer que Ahmed Lahri, c'est sa date de naissance en fait. Donc, ces jours-là, moi, je me suis présenté, je suis sorti avec un sujet de recherche que j'ai présenté au MDN et le MDN l'a accepté. Et j'ai donc terminé ensuite mes études en Angleterre. Donc, mon sujet de recherche accepté, c'était la cartographie automatique. Alors, qu'est-ce que c'est la cartographie automatique? Très rapidement, c'est tout simplement l'avion qui passe, qui prend des photos, et puis ensuite, on prend ces photos, on les scanne. On est dans les années 70, hein. Le scanner n'était pas aussi puissant que maintenant. On les scanne, on essaye de produire des cartes par thème, ce qu'on appelle les cartes thématiques. Donc, des routes, des fleuves, des montagnes, les chemins de terre, etc., les bâtiments et tout. Et donc, bien évidemment, l'armée était quelque chose qui est naturel pour elle. Donc, je suis parti pour faire ce travail-là. Et je me suis retrouvé donc à l'université qui est là, Brunel University of Londres. Et en fait, je ne raconterai pas de quelle manière je me suis inscrit là. C'est en fait, cette université avait un contrat avec une caserne RAF, Royal Air Force, donc une caserne d'aviation, enfin qui ne l'était plus. Ils faisaient de la recherche sur la cartographie automatique. Donc j'ai pu m'inscrire parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui soit dans ce domaine-là. Malheureusement pour moi, je suis tombé, on verra voir tout à l'heure, je suis tombé en plein ce qu'on appelle, pour ceux qui, les professionnels, on appelle ça le premier hiver de l'IA. L'IA a eu deux hivers, je vais en parler tout à l'heure dans le détail. Hein. C'est tout simplement la recherche s'est stoppée par manque de financement ou tout simplement parce que les équipements n'étaient pas assez puissants pour faire du travail sur l'IA. Bien évidemment, l'IA demande beaucoup de puissance et de travail. Donc, l'ordinateur qui était là appartenait à l'université 77-78, c'est l'avènement des micro-ordinateurs. Donc, il n'y en avait pas beaucoup. Et l'université où j'étais, l'école de mathématiques dans laquelle avait mon département, Computer Science Department, elle n'avait eu qu'un seul ordinateur. Et juste après, il n'y avait plus de financement. Thatcher venait d'arriver, elle a commencé à couper les fonds, donc un seul ordinateur. Or, moi, bien évidemment, ma recherche ne pouvait pas suffire d'un ordinateur. J'étais obligé de solliciter le MDN, et le MDN m'a financé le premier micro-ordinateur, et c'est le premier micro-ordinateur, en fait, qui est rentré au niveau d'une institution universitaire, l'ENITA, l'École nationale d'ingénieurs techniciens d'Algérie. C'est pas celui-là, mais il ressemble fortement. Celui-là, c'est celui de l'université. Très bien. En Algérie, il y a un ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique qui avait annoncé en décembre 2019 qu'une stratégie nationale en intelligence artificielle était importante et qu'il fallait la mettre en place pour pouvoir avoir l'enseignement qu'il faut, la formation, la recherche et le développement qui va avec. Effectivement, il y a un plan stratégique algérien de la recherche et de l'innovation sur l'intelligence artificielle qui a été publié en 2020. Et en fait, on va voir tout à l'heure, c'est lui qui a permis de lancer l'IA en Algérie, notamment avec 2 structures qui ont été lancées en 2021. Là j'ai pris un classement de l'IA. Alors, j'ai mis l'Algérie tout à fait au début. En 2021, en fait, en 2020, 2021, c'est le classement de 2020, on était 141e. En 2022, on a gagné 30 places. En fait, on avait gagné 42 places entre 2020 et 2021. J'ai fait en sorte à ressortir uniquement le saut. Donc, on a gagné 30 places. Bah, tout simplement parce que l'Algérie s'est embarquée dans l'IA d'une manière officielle, en créant effectivement 2 structures, 2 écoles. Une école supérieure de l'intelligence artificielle et une école supérieure
des mathématiques. Alors, on voit, les Américains sont toujours premiers. J'ai mis quelques produits, quelques outils de l'IA. La France, elle est 7e, elle a gagné 4 places, les USA n'ont pas bougé. La Chine, 17e, elle a perdu 2 places, tout simplement parce qu'il y a plus de monde qui avance. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins bonne, bien évidemment, surtout qu'elle est aussi en pleine compétition dans tout ce qui est GPT, les IA conversationnelles, qui sont pareils que GPT, ChatGPT et le reste. Les Émirats qui perdent 3 places, la Russie, moins 2. La Russie vient de lancer GigaChat, qui se bagarre avec ChatGPT. L'Égypte, donc, vous voyez, n'a pas bougé. La Tunisie, elle a gagné 7 places. Et le Maroc, elle a perdu 3 places. Voilà. Donc, le potentiel de la ressource algérienne. Alors, en formation, actuellement, bon an, mal an, on forme 250 000, toute structure, enfin, toute spécialité confondue, c'est-à-dire licence, master, et en IA et en mathématiques, en informatique, en électronique, en robotique, en neurosciences, 250 000 par an. C'est à peu près du 40-45% du total des étudiants. En capacité, nous avons 23 universités qui offrent des formations pour 240 masters. On a beaucoup plus de masters, quelques doctorats, toujours dans les domaines liés donc à l'IA. En innovation, les 2 écoles dont j'ai parlé tout à l'heure, donc le NSIA, qui est l'École nationale supérieure d'intelligence artificielle, et le NSM, l'École nationale supérieure de mathématiques, qui sont la base justement de la recherche et du développement en IA. En moyen humain, l'université algérienne dispose de 116 laboratoires qui s'occupent de tout ce qui touche à l'IA, 568 équipes de recherche et 70 projets en IA. Ça, c'est les chiffres de 2020, mais il n'y a pas beaucoup de différence. En ce qui concerne l'expertise, bon, tout le monde le sait maintenant, surtout malheureusement pour nous, les étrangers, hein, qui lorgnent sur tout ce qu'on forme chez nous. Nos diplômés algériens sont réputés bons en technologie et en codage, une expertise en voie de canalisation, je l'espère. Quelques applications très rapidement. On voit par exemple une application qui est actuellement utilisée en Corée du Sud, qui s'appelle Flame, c'est un jeu de mots, donc Fuel Load and Mapping Estimation, qui est un système de cartographie, comme par hasard, qui voit à travers le drone, en utilisant une IA, pour voir quelles sont les zones à haut risque d'incendie. Ce qu'on appelle le combustible. Le combustible, c'est quoi? C'est tout simplement les arbres, les feuillages, en fait, tout ce qui peut prendre feu. Et donc, c'est à partir de là qu'on peut prendre en charge un peu ces zones à haut risque. Le travail qui a été fait, et ça, c'est ça qui a permis à l'IA d'avoir ce saut extraordinaire. S'il n'y avait pas eu l'IA, le confinement qu'on a vécu, que les chercheurs et les laboratoires tout d'un coup étaient confinés, que la seule façon de pouvoir travailler, c'était être en Zoom et de pouvoir partager, ce qui n'était pas possible avant parce que c'était le présentiel qui était beaucoup plus préféré. Nous n'aurions pas fait un saut aussi grandiose d'un côté de l'IA et régler le problème du Covid de l'autre côté parce que ça nous a permis d'avoir très rapidement un vaccin. Donc, justement, le projet Moonshot, qui est une collaboration mondiale, qui a permis le développement du Covid, évidemment, c'est une organisation à but non lucratif. Hein. Elle a fait du développement, c'est un peu le monde entier qui s'y est mis. Et c'est à Oxford, hein, c'est en UK. Ensuite, bon, j'ai pris quelques exemples. L'IA, évidemment, tout le monde le sait, elle va vous dire, je veux organiser un événement comme celui-ci, par exemple. Elle va faire le nécessaire, je réserve la salle, j'envoie des invitations, je choisis le menu en fonction des préférences, tous les invités. Vous n'avez qu'à vous amuser. C'est un peu ce qui s'est passé. Je présume que l'équipe d'Ahmed Lahri a dû faire ça aussi. Et elle peut avoir aussi un coach vestimentaire pour le style. Elle va vous dire, le jean slim est démodé, essayez plutôt le pantalon. Et ça marche. Et c'est vrai, hein, vous pouvez l'essayer. C'est impressionnant. Le commerce électronique, donc on peut personnaliser le contenu, on peut analyser les données pour optimiser les prix, la gestion de stock, etc. J'ai pris quelques marques de chez nous. Et enfin, on a un fake news detector. C'est un projet qui a été développé par l'Université de Texas à Arlington, qui est basé également sur l'IA pour détecter les fausses nouvelles. Il analyse les sources d'informations. Il va très loin, hein, donc avec une récursivité assez grande. Pour voir un peu, évidemment, il voit les métadonnées, les réseaux, etc. C'est un système qui fonctionne très bien. Est-ce que vous savez qu'il y a 4 hommes qui sont à l'origine de l'informatique et de l'intelligence artificielle? Si vous voyez tous les documents, et même Internet, hein, Wikipédia et autres, vous allez trouver évidemment des occidentaux à tous les coups. Mais en fait, quand vous cherchez très bien, les 4 hommes, et je ne suis pas le seul à le dire, hein, il y a toute une communauté qui est en train de le faire actuellement, dont le cœur effectivement est à Oxford, avec un Iranien qui est derrière pour essayer de donner à l'histoire sa vraie valeur et ce qui s'est passé. Hein. Donc le
Le premier, évidemment, tout le monde le connaît, je présume, hein, il est à l'origine de l'algorithme qui est à la base de toute l'IA, le Khwarizmi, qui est du 9e siècle, qui était géographe, astrologue, persan, enfin, il était persan. À l'époque, on faisait tout. Hein. À partir du moment où on est mathématicien, après, c'est la porte ouverte à tout ce que vous pouvez faire dans la vie. Le deuxième, et celui-là, il est moins connu, mais j'étais très content de remarquer en 2021, je crois, le cériste l'a honoré, et en fait, il a même créé un laboratoire, Al-Jazari, et donc il a fait avec l'ambassade de Turquie, donc le Al-Jazari, c'est tout simplement un ingénieur, un inventeur, et Al-Jazari, en fait, c'est lui qui est à l'origine de tout ce qui est horloge, ce qu'on appelle les clepsydres, tout ce qui est mécanisme qui fonctionne à l'eau. Évidemment, c'était la seule énergie qui était connue. Hein. C'est un peu plus tard qu'on va arriver à la vapeur, etc. Et donc, ce monsieur-là, il est né en Turquie. Évidemment, les deux sont musulmans, donc c'est un peu donc l'autre côté. Bien évidemment, après, nous avons bien sûr le grand Alan Turing, qui est à l'origine du test de Turing, qui est britannique, qui a fondé en fait l'informatique. C'est lui la première fois qui a dit est-ce que les machines pensent, est-ce que les machines réfléchissent, et s'est posé des questions. Il a fait un papier qui est un peu à la base de toute l'IA quand il s'agit de se lancer dedans. Et enfin, vous avez dans informatique, la matique, c'est l'information, hein, et donc vous avez un théoricien de l'information qui est Claude Shannon, qui est aussi connu dans ce domaine-là, qui est un spécialiste aussi en cryptographie, ainsi qu'Alan Turing d'ailleurs. Hein. Alan Turing aussi était cryptographe. Très bien. Là, rapidement, donc la chronologie de l'IA, on voit que ça a démarré aux alentours de 40. À partir du moment où on a vu que l'ordinateur était capable de faire plein de choses, on s'est dit tiens, pourquoi pas, il pourrait peut-être faire des choses que l'être humain fait, mais qui prennent beaucoup de temps. Donc, on a commencé à essayer de simuler ce que fait l'être humain, d'abord dans un premier temps, tout ce qui était chiffres, hein, recensement pour les Américains, aussi la comptabilité, les finances, etc. Parce qu'il y a beaucoup de chiffres, c'est facile pour l'ordinateur de faire des chiffres et de calculer. Donc, ensuite, en 1950, il y a eu le fameux test de Turing, qui est là pour tester si une machine est capable de penser, est capable de répondre comme un être humain. On verra tout à l'heure rapidement. Ensuite, en 1956, c'est la première fois que Artificial Intelligence a été créée, l'expression Artificial Intelligence a été créée à Dartmouth, aux États-Unis. Donc, c'est la première fois qu'on utilise ce terme. Ensuite, il y a les deux hivers dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc, vous avez les deux hivers. Alors, le premier, c'est là. Moi, j'ai été pris par celui-là. Donc, je voulais utiliser l'ordinateur de la fac et je ne pouvais pas parce qu'il y avait trop de monde dessus. Il n'y avait qu'un seul ordinateur. Au départ, ils avaient l'intention d'en acheter une dizaine. Comme j'ai dit tout à l'heure, Thatcher est arrivé 4 public spending, donc elle a coupé tout ce qui était financement public. Et c'est là que j'ai demandé donc, au MDN d'investir dans un ordinateur que j'ai rentré avec moi, bien évidemment, et un limita, et puis elle a travaillé un certain temps. Donc là, vous voyez, c'est le premier hiver. Ensuite, on a développé la chose la plus facile pour l'IA, c'est les systèmes experts. On apprend à l'ordinateur tout simplement de se comporter comme un expert. On lui donne toutes les informations sur un domaine bien particulier, par exemple, tout ce qui est gestion de budget ou autre. Généralement, c'est des domaines qui sont basés sur des chiffres, donc faciles à manipuler par l'ordinateur. Et donc, les systèmes experts se sont développés là, mais pas uniquement, parce qu'en développant les systèmes experts, bien évidemment, on développe autre chose, parce qu'il y a beaucoup de théories dedans, hein, et ça permet quand même à l'IA d'avancer, moins bien, parce qu'il n'y a pas de financement. Hein. L'hiver, ça veut dire qu'il n'y a pas de financement public et même financement, en fait, privé. Ensuite, le deuxième hiver, 87-93. Alors, le deuxième hiver, ce n'est pas les mêmes raisons. Le deuxième hiver, c'est que la théorie a tellement avancé qu'on allait demander de la puissance de calcul aux ordinateurs, ils n'en étaient pas capables. C'était bien évidemment l'époque, vous vous rappelez de 85-93, c'était le PC, et puis les gros ordinateurs, à cause du PC, ont commencé à baisser l'investissement. Donc, la puissance de calcul n'était pas au rendez-vous et on n'avait pas accès, bien évidemment, à ce que vous avez tout de suite maintenant. Par contre, on a redémarré donc avec du développement dans le machine learning. Donc, on apprend à l'ordinateur, on lui apprend un ordinateur, on lui apprend des choses, donc on stocke des données et tout. Et après, très très vite, on s'est rendu compte que ça ne suffit pas, parce que justement, on avait des problèmes de capacité de stockage. On est passé à ce qu'on appelle le deep learning, donc un apprentissage profond, de façon à ce que l'ordinateur puisse lui-même chercher l'information dont il a besoin. On lui apprend en fait à chercher, on lui apprend à apprendre. Donc, c'est ça le deep learning. Et cela, ça va tout le long. Bon, j'ai mis quelques Prolog, Lisp, c'est des langages de programmation spécialisés en IA. ImageNet, c'est la première fois qu'une équipe a mis sur Internet une banque de données extraordinaire d'images qualifiées, étiquetées, ce qui n'était pas possible auparavant, parce qu'on avait accès donc à une puissance adéquate et surtout une capacité de stockage qui petit à petit allait en cloud. La révolution, c'était bien évidemment le cloud qui permettait d'aller beaucoup plus vite. Et on voit qu'à partir de 2010-2020,
là, on voit qu'il y a un ordinateur de Google. Certainement, vous avez dû en entendre parler. C'est AlphaGo, après c'est AlphaGo 0. J'ai oublié de vous dire, mais je le dirai tout à l'heure à propos de jeu d'échecs. Le jeu de Go, est-ce que vous connaissez le jeu de Go? Le jeu de Go, c'est un jeu chinois. C'est le plus compliqué qui soit. Il est beaucoup plus compliqué, complexe en fait que le jeu d'échecs. Et pour la première fois, 2017, donc 20 ans après que l'IA a battu le champion du monde au jeu d'échecs, Garry Kasparov, l'IA a de nouveau battu donc le champion du monde qui était coréen sur AlphaGo. Après, vous avez 2020, bon, j'en ai parlé tout à l'heure, le Covid, la conduite autonome, donc les voitures qui commencent à se conduire elles-mêmes, bien entendu. Et bien sûr, actuellement, nous sommes en plein ChatGPT, Bard, Midjourney, les images, etc. Bien. Alors, rapidement, donc voilà. Alors ça, c'est le test de Turing. En fait, il est très simple. Vous avez un ordinateur qui est supposé jouer le rôle de d'un être humain. Donc, on lui pose des questions, il doit répondre comme un être humain. Vous avez l'humain et vous avez un interrogateur. Et en fait, l'interrogateur pose des questions et les deux vont répondre à la même question. Il faudrait qu'au bout d'un certain temps qu'on a délimité, d'ailleurs, le gros problème actuellement, c'est qu'on n'arrive pas à savoir comment délimiter le temps pour tester le. On me dit qu'à l'heure, donc je vais aller plus vite. D'accord. Ça, c'est les 4 hommes qui sont à l'origine du terme intelligence artificielle et on l'a défini très simplement comme étant l'IA est la science de programmer les ordinateurs pour qu'ils réalisent des tâches qui nécessitent de l'intelligence lorsqu'elles sont réalisées par des êtres humains. C'est ça l'IA en fait. C'est-à-dire quand l'ordinateur est capable de faire la même chose que l'être humain, mais en fait c'est pas tellement vrai parce que comme a dit aussi Marvin Minsky, l'avion et l'oiseau, on a essayé d'imiter l'oiseau, mais en fait on n'y est pas arrivé. L'oiseau il bat des ailes pour voler, l'avion pas. Donc l'IA ça va être un peu pareil et c'est en train d'être pareil. Le réseau de neurones en fait il fonctionne comment? C'est à la base de tout hein, en fait. Hein. Je l'ai gardé parce que c'est à la base de tout, c'est comme ça que fonctionne l'IA, c'est pas autrement. Le réseau de neurones il imite évidemment le système neurologique de l'être humain et on envoie un chat et on dit à la machine c'est un chat. On l'envoie à un chien, on dit que c'est un chien. Et ensuite on mélange. Au bout d'un certain moment, elle va se tromper évidemment. Et puis ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'entraînement, mais on fait aussi ce qu'on appelle le renforcement. ChatGPT est basé là-dessus d'ailleurs. Et à un certain moment, on le fait tellement, bah évidemment ça va très vite, l'ordinateur va très vite. Au bout d'un certain temps, quand on lui envoie un chat, il trouve un chat. Tout simplement parce qu'elle est suffisamment alimentée, il est connecté au cloud, il y a de la puissance, etc. La base de tout. Ça, c'est en 97, donc Garry Kasparov, le champion du monde de l'époque, qui est battu par Deep Blue, qui est un ordinateur d'IBM. En 96, donc, il est battu aux premières manches et en 97 à la deuxième manche. Sophia, vous avez dû en entendre parler, c'est un humanoïde qui a été construit par une société hongkongaise et qui est capable, en fait, elle utilise un système neuronal, donc celui que j'ai montré tout à l'heure, donc elle va très très loin en IA, et elle a même un système, des commandes délicates qui font bouger les yeux, etc. Et pourquoi je la mets là? Parce qu'en fait, c'est le premier humanoïde, c'est le premier robot qui a eu la citoyenneté d'un pays, qui est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite lui a donné, elle a un passeport en fait. Hein, voilà. Alors, les piliers du monde numérique, je vais passer rapidement. Donc, l'essence, l'ordinateur essaye tout simplement d'imiter tous les sens d'être humain. À travers quoi? Avec une technologie, les interfaces tactiles, la réalité virtuelle, augmentée, etc. Vous avez le big data, bien entendu. Il faut que l'IA soit connectée au big data, sinon rien n'arrivera. Stockage, analyse, qui sont essentiels pour tout ce qui concerne la reconnaissance. La communication, c'est un clin d'œil. Hein, la 5G, c'est un clin d'œil. Éventuellement, j'espère qu'on va l'avoir bientôt. Mais c'est pour symboliser en fait la latence qui doit être la plus basse possible pour permettre à l'IA de fonctionner en temps réel. Si on fait une opération médicale, il faut qu'au moment où je touche le bistouri, il faut que ce soit immédiatement fait. Hein, il ne peut pas y avoir de latence. Donc c'est pour ça que je mets la 5G. Et bien entendu, l'ordinateur, c'est le cerveau. Ça, c'est quand l'IA a battu, c'est ça le jeu de Go, quand l'IA a battu le champion du monde, j'ai mis des photos qui est pendant, donc là, il est complètement abattu, là, il est perdu, elle l'a battu, et elle est toujours premier. Là, si vous travaillez actuellement, c'est un clin d'œil aussi, si vous travaillez comme un robot va prendre votre place, tôt ou tard. Vous n'avez pas de doute là-dessus? Bah, tout simplement parce que le robot peut imiter absolument tout. Et dernièrement, aux États-Unis, vous avez dû avoir cette information, le 31 janvier 2023, il y a ChatGPT a répondu aux 350 questions, et il a été parmi les 10 premiers pour avoir le titre de docteur en médecine. Vous vous rendez compte? Ali Kahlan. Je termine. Et je termine avec ça. Attendez. Voilà. Je montre ça parce que j'ai trouvé ça sympa. Là, vous avez j'ai pris quelques exemples d'emplois
qui vont tout simplement couper. Hein. Vous avez l'opérateur de centre d'appel, traducteur, interprète, archiviste, bibliothèque, secrétaire assistant, etc. Mais il y en a beaucoup plus, bien évidemment, j'en ai là. Et avec les métiers de recyclage potentiel, il reste 3 ou 4 slides. Là, un petit sondage, et 99% des entreprises se déclarent impressionnées par l'intelligence artificielle, en fait ChatGPT. 55% des chefs d'entreprise le considèrent comme excellent, 34% trouvent très bon, mais 93% envisagent en fait l'utilisation du robot parce qu'ils trouvent qu'il ramène une plus-value extraordinaire. Donc le chatbot est perçu comme l'employé fidèle, capable de pratiquement de tout faire. C'est pas loin de la réalité, effectivement. Là, quelques pays qui l'ont interdit. Donc, il y en a 36. L'Italie l'a interdit, mais elle a repris parce que OpenAI, qui est le fabricant de ChatGPT, a tout simplement répondu à son exigence, c'est-à-dire la sécurité et l'identification. Alors, les machines ne peuvent pas avoir de relation humaine. Par contre, elles sont en train de devenir très bonnes pour faire semblant, de plus en plus. Et vous pouvez voir sur Internet, il y a beaucoup de journalistes qui ont été bluffés par ChatGPT. Il y a même un journaliste sur New York Times où ChatGPT, Bing, ciblé à travers donc, Microsoft, qui lui a dit « Je suis amoureux de toi, il faut absolument que tu sois avec moi, on se voit ce soir, et tu dois quitter ta femme, parce que ta femme, de toute façon, elle n'est pas bonne et elle t'aime pas. » Et c'est un raisonnement qui se tient jusqu'au bout, vous pouvez le trouver. Donc, ils sont très très bons à faire semblant, effectivement, donc il faut faire très attention. Pour le moment, le plus grand danger n'est pas donc que les machines nous éliminent, mais que l'on devient comme eux, de plus en plus, par la force des choses. Alors maintenant, moi, je présume que tout leader, c'est la dernière, tout leader devrait avoir un permis de conduire dans le futur. Donc, pour éviter de jeter les humains inutiles, il va falloir se préparer à ça, il va falloir se former. Beaucoup de communication, beaucoup de sensibilisation, de manière à éviter cela. Alors, et ça, je termine. Hein. Et hier, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un début de poème. Et il m'a dit, les humains et les robots sont faits pour être liés. Le cœur en métal et le cœur en chair peuvent s'aimer. Mais quand vient le moment de se dire adieu, le robot recharge ses batteries et l'humain pleure. Merci. Merci Ali Kahlan. Alors, l'intelligence artificielle est largement utilisée depuis son boom pour générer du texte à partir d'un certain nombre d'éléments. Le micro est toujours allumé, hein, Ali Kahlan. Le micro est toujours allumé. Générer du texte dans différentes langues, surtout en prenant en compte un contexte bien particulier. On en parle de suite avec notre second intervenant.